je suis Patrick du magazine Humans et je vous propose en attendant Riyad qui va faire la keynote d'ouverture avec, avec Solène d'introduire un peu cette notion de sens au travail. Euh, Qu'est-ce qu'on sait sur le sens au travail? Anne-Sophie de Malakoff Humanisme m'a dit, m'a fait part d'un sondage, on en discutait hier soir, que sur 3500 salariés du secteur privé, il y en avait à peu près que 19%, 18%, c'est ça, qui trouvaient du sens à leur travail, donc c'est très peu, c'est 1 sur 5. Il y a ce débat toujours, est-ce que c'est à nous, individus, de donner du sens à notre travail ou est-ce que c'est à l'organisation? Donc c'est peut-être une question qu'on abordera. Il y a eu l'hyper-taylorisation des cols blancs, qui est un sujet qui est monté au cours des années 90-2000. Il y a eu ces fameux bullshit jobs, hein, on en a parlé. David Graeber, celui qui était à l'origine du concept, est décédé la semaine dernière. C'était un anarchiste, un économiste. Il y a cette notion de plus en plus prégnante d'écologie, en fait, espèce d'urgence et d'exigence qui se pose aux recruteurs, aux sociétés. Donc énormément de questions en fait, que nous allons aborder autour de 3 thématiques en fait, et en demandant à chacun des interlocuteurs de la table en fait leurs sentiments profonds sur le sens au travail, comment eux-mêmes et comment leur organisation donne du sens au travail. Et on abordera dans une troisième partie, en fait, la question qui se pose à nous tous en cette rentrée, à la fois du futur du sens au travail et le sens que vous donnez, nous donnons tous à cette expérience collective de télétravail un peu contraint et un peu forcé en fait. Et je pense qu'on a tous besoin de mettre du sens et de donner du sens dans le télétravail. Voilà. En attendant, on attend Riyad quelques minutes, mais si tu pouvais l'introduire. Je vais peut-être l'introduire, ça va le faire venir. Je vais vous raconter comment j'ai rencontré Riyad. En fait, j'ai lancé l'association Éclore il y a 5 ans, qui est une association qui œuvre pour plus de sens au travail, notamment dans la promotion de l'humanisme. Et un jour, je rencontre une coach vocale qui était un peu chamane. Je lui raconte quel est le rêve qui m'habite toujours depuis. Et je lui dis, je cherche quelqu'un pour m'aider, un vrai leader qui a une vraie vision de société autour du travail et qui va pouvoir m'aider à bâtir un projet de société. Et elle me dit, en fait, tu cherches un prophète. Je dis, oui, c'est un peu ça. Et sa réponse a été, j'en connais un. Il s'appelle Riyad Salem. Et donc, je suis allée rencontrer cet homme, Riyad, que vous voyez arriver, sans trop savoir pourquoi j'allais le rencontrer, si ce n'est que peut-être il était un prophète. Et Riyad m'a raconté son histoire et je pense que ça fait sens pour introduire cette table ronde sur le sens au travail. Riyad, c'est à toi. Bonjour à tous, ça commence bien. Alors, juste une petite explication. Quand elle m'a dit « je cherche un prophète », moi je suis dans l'événementiel, donc je pensais qu'elle cherchait un pro de la fête. Donc je n'ai pas tout compris dès le départ. Alors, bonjour. Quand on m'a parlé du sens au travail, la première chose qui m'est venue, c'est dans notre pays, comment que ça se passe? Quand on rencontre quelqu'un, on lui dit « comment tu t'appelles ?» Et tout de suite après, « tu fais quoi dans la vie ?» Tu fais quoi dans la vie? Et là, la question qui tue. Si tu ne sais pas répondre à cette question, tu n'existes pas. C'est pas tu es qui? C'est quoi tes passions? Tu viens d'où? Tu fais quoi dans la vie? Donc ça démarre comme ça. Moi, j'ai passé 20 ans de ma vie dans les centres et les hôpitaux à être opéré. Alors, désolé si je suis un peu speed, c'est que je me suis perdu dans les entrailles du couloir et après chercher les toilettes et tout ça. Donc voilà. Donc c'est les aléas du direct. Donc je vais reprendre ma respiration. Comme on est sportif de haut niveau, on va tout de suite remettre ça rapidement. Et pendant 20 ans, j'ai été opéré pour être préparé à la sortie, pour
être préparé à avoir un métier. Donc j'ai passé un diplôme de BEP informatique électronique, qui dans les années 90 était l'avenir, mais aucun employeur ne voulait de moi. Pourtant j'ai envoyé plein de CV, je suis dynamique, je suis sympathique, mais rien n'y fait. Et j'avais, à l'époque, quand on est handicapé, on a une allocation, vous savez, une allocation adulte handicapé, qui était l'équivalent de 3 000 francs à l'époque, donc un petit peu moins que le SMIC. Donc j'ai pris cette allocation, parce que cette question « tu fais quoi dans la vie ?» elle était assez foudroyante. Et donc je me suis dit, bon, je vais prendre ces 3 000 francs, et j'ai été voir plein d'associations, et je leur ai dit, j'ai un mi-temps à vous offrir. Donc pour moi, j'étais un travailleur, non salarié d'une boîte, mais salarié des citoyens français, qui m'aidaient à pouvoir avancer dans cette vie. Parce que quand on m'a expliqué pourquoi je voulais travailler, alors que j'avais une allocation, je ne comprenais pas tous ces efforts, tout cet argent dépensé à nous soigner, à nous lever le matin pour aller à l'école, pour au final attendre que la mort arrive en regardant la télé ou je ne sais quoi. Donc ça, c'était quelque chose qui pour moi était terrible. Donc le monde du travail, ça vous permet aujourd'hui dans cette société d'exister. C'est une grande partie de notre identité. Et quand j'ai pu dire aux gens, je fais de l'humanitaire, je travaille pour Handicap International, je travaille pour Solidarité Internationale, je travaille pour Handisport, je travaille pour ça, alors que je n'étais pas du tout salarié ni rémunéré, mais j'avais une fonction dans cette société, je contribuais à cette société. Et donc je pense que cette contribution, elle est fondamentale. Il y avait une phrase de Confucius, c'est ça, c'est... Faites un travail que vous aimez et vous n'aurez pas besoin de travailler un seul jour de votre vie. Alors, je vous avoue que j'ai appliqué à la lettre ça. Donc, entre le monde associatif et le travail, que j'ai toujours plus ou moins choisi, et le travail m'a aussi choisi. Aujourd'hui, je suis dans l'économie sociale et solidaire, donc je dirige des entreprises adaptées, donc j'embauche des personnes en situation de handicap, à 80% dans une entreprise. Je pense que vous connaissez tous un petit peu cette fameuse loi. Et c'est vrai que là où on s'aperçoit au-delà du fait qu'on embauche des personnes handicapées, et c'est pas parce qu'on donne un emploi qu'on répond évidemment à garnir un peu le compte en banque de la personne et de répondre à ses besoins vitaux en payant son loyer et tout ça, mais que des fois il y a des petits accrochages, non pas parce qu'il n'y a pas de sens dans notre entreprise, mais on n'a pas la même culture d'entreprise. Et que souvent, on oublie cette notion-là. Donc, on va chercher un CV, on va chercher une fonction. Mais l'être qui nous sommes, des fois, ne correspond pas, même si on aime ce métier, à cette culture d'entreprise. Et donc, je pense que c'est important de pouvoir faire le lien entre qui nous sommes pour s'épanouir dans son emploi et quelle est la culture de cette entreprise, de ce collectif. Et ça ne veut pas dire qu'il y a une bonne ou une mauvaise culture. Il y a des gens qui avancent à 2 à l'heure et ils sont hyper performants. Puis il y en a d'autres qui avancent à 200 à l'heure et ils sont hyper performants aussi. Et voilà, c'est comme Einstein disait, il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Un escargot, il est à son rythme et il apporte sa fonction à la biodiversité. Et puis le cheval de compétition, pareil aussi. Donc voilà, le sens, c'est aussi d'aller chercher qui nous sommes profondément et quelle est l'entreprise dans laquelle on va. Et après, une petite anecdote, parce qu'après Confucius, moi j'ai des références un peu comme ça avec Coluche, qui disait « le travail c'est la santé ». C'est pour ça que je laisse ça aux malades. Donc embaucher des personnes qui ont des maladies, qui ont des handicaps, c'est important pour eux. Voilà, donc mon petite introduction sur le sens du travail. Merci. Merci Riyad. Il manque Christy, mais elle ne saurait tarder. Alors, ce que je propose, je vous donne un chiffre pour cadrer tout de suite le débat. Donc, c'était un sondage de Deloitte il y a 2 ans, 2018. 55% des Français avaient plutôt l'impression que le sens s'était dégradé dans leur entreprise. Quel est votre sentiment actuellement, votre sentiment, je dirais, intime Chacun, on va commencer par toi, Anne-Sophie, sur le sens au travail.
D'abord, c'est quand même une question très, très compliquée et je dirais presque très individuelle. Donc, ma réponse très personnelle ne vous intéresse peut-être pas tant que ça. Moi, il me semble qu'il y a quand même deux choses très différentes. Il y a d'une part une dimension un peu collective au sens en entreprise. Il y a donc toute cette dimension finalement de qu'est-ce que fait l'entreprise, pourquoi elle le fait, sans oublier le comment. Je crois que c'est vraiment ces trois dimensions qui me semblent assez clés dans la partie collective. Et puis, il y a la partie très individuelle. Est-ce que finalement, ce que fait l'entreprise, pourquoi elle le fait, comment elle le fait, est-ce que tout ça est en adéquation avec mes valeurs, avec mes attentes? Donc, il y a vraiment ces deux dimensions et je crois qu'on trouve du sens quand tout ça est à peu près aligné. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le premier sujet? Je pense que depuis quelques mois, je pense que les dirigeants sont très focalisés sur l'exécution. On est dans un monde de l'exécution parce que finalement, l'horizon est incertain. Donc, on a peut-être passé un peu moins de temps sur le pourquoi et sur le quoi. Donc, je pense qu'il faut peut-être redonner un peu plus de perspective. Ce qui n'est pas forcément le cas d'ailleurs dans mon entreprise. Là, je parle à titre plutôt un peu plus général. Et puis, en ce qui concerne les dimensions plus individuelles, l'engagement qu'on peut mettre chacun dans notre travail, je pense que cette question finalement de pourquoi on travaille, elle est peut-être, on se la pose peut-être pas si souvent que ça finalement. Et on voit qu'il y a des salariés qui d'une part travaillent parce qu'ils en ont besoin d'un point de vue financier. Et donc, le sens, finalement, de leur travail, c'est la paye qui vient à la fin du mois. Et puis, à l'opposé, il y a des gens pour lesquels le travail a une dimension très existentielle. Donc, je crois que il faut essayer d'aligner ces deux dimensions. Et puis, je crois qu'il faut aussi essayer de prendre le temps. Vous l'avez dit certains dans la salle, vous vous êtes donné pour les uns une année, pour d'autres peut-être plus pour réfléchir à ces deux questions. Et voilà, ça me semble très important. Très bien. Du collectif, de l'individuel, du pourquoi, du temps. Ouais. Alors Arnaud, vous êtes en pleine fusion, donc vous avez gros sujet de sens en cette rentrée. C'est quoi votre approche du sens, votre sentiment sur le sens? On se pose des questions toute sa vie sur ce que doit représenter ce qu'on fait au quotidien, qui représente quand même la plus grosse partie du temps qu'on met à profit finalement dans une semaine. Et c'est vrai que démarrer le matin en vous disant ce que je vais faire va pas me plaire est très compliqué. Chacun va trouver des choses différentes, bien évidemment, pour se motiver. Et je crois que l'entreprise peut participer à cette démarche en étant plus lisible. La crise sanitaire que l'on vit depuis maintenant quelques mois, je pense, a été un catalyseur pour finalement mettre encore plus en exergue l'importance d'avoir du sens. C'est vrai que depuis la génération Y, on les catégorise ces générations, je suis un peu plus vieux, donc je suis la génération d'avant, se posent beaucoup plus de questions. Souvent, en exercice de management, les équipes me disent, je demande à faire quelque chose, on me pose toujours la question pourquoi. C'est vrai que c'est fatigant au bout d'un moment. On a le droit de se poser des questions, mais est-ce que toutes les questions, c'est à chaque fois pourquoi? Et est-ce que tu es sûr? Oui, je suis sûr, si je te demande de le faire. C'est vrai que je ne me serais pas posé cette question une seule seconde il y a 25 ans, quand mon patron me demandait de faire quelque chose, je me disais qu'avec l'expérience qu'il avait, son savoir-faire, sa compétence, son statut, forcément c'était quelque chose d'intelligent, et je réalisais la tâche. C'est vrai qu'aujourd'hui, finalement, ces questions qui sont posées, elles sont très intéressantes. D'abord, elles permettent aux dirigeants de se poser les bonnes questions. Parce que quand vous savez que vous allez avoir une question, vous avez intérêt à avoir la réponse. Et donc, expliquer, c'est tout de suite beaucoup plus intéressant dans votre quotidien que juste dire « faut faire ci, il faut faire ça ». Deuxième chose, quand vous expliquez ce que vous voulez faire, ça ne peut pas être pour les 3 prochaines semaines. Bien sûr, il y a des tâches qui peuvent être des tâches de quotidien, mais vous êtes obligé de projeter les gens. Alors, je ne dis pas les projeter à 25 ans, ça c'est compliqué, surtout avec un marché qui bouge tout le temps, mais les projets quand même avec une visibilité de quelques mois, voire quelques années, c'est important. Et comme vous avez dit des choses très concrètes, ils vous suivent derrière pour savoir si ce que vous avez dit a été réalisé. Donc, cette quête de sens, finalement, elle sert. Elle met un peu de pression, mais elle sert. Et puis, effectivement, ça nous oblige à nous poser les bonnes questions sur la transparence. Dire les choses telles qu'on les pense, c'est prendre un risque. Annoncer ce qu'on va faire, c'est prendre un risque. Puisqu'on sait très bien, et ce n'est pas les réseaux sociaux qui font ça, c'est au quotidien aujourd'hui, on peut vérifier tout ce que vous avez dit. On vous le rappelle, c'est pas quelque chose, c'est pas des paroles en l'air. Tiens, tu avais dit ça tel jour à telle heure, on l'avait noté, il y avait un post, ok. Donc il va falloir assumer derrière complètement ses choix. Faut être authentique, je pense. En tant que dirigeant, je prends beaucoup de décisions au quotidien et je fais des erreurs. Je ne veux pas dire que j'en fais plein, c'est pas très valorisant, mais j'en fais. Et j'en fais, mais c'est pas grave.
Le pire, ce serait de prendre aucune décision. Et la rapidité de ce marché, et la crise est le meilleur exemple qui soit, je peux vous dire que chaque jour, on a pris des décisions en se disant, est-ce que c'est la bonne ? Et on s'est dit, c'est pas grave, on la prend, parce que si on la prend pas, ce sera pire. Et finalement, ça s'est plutôt bien passé, je pense, grâce à cette réactivité. Donc, être authentique, c'est dire les choses telles qu'on va les faire, telles qu'on les pense, et on a le droit de se tromper. Et puis cet engagement, si vous voulez l'avoir sur l'ensemble de l'entreprise, je pense encore une fois, il faut être clair. On dit toujours qu'on va plus vite seul, mais qu'on va beaucoup plus loin ensemble. Et c'est ça pour moi le sens de l'entreprise. Alors, bonne notion, on va parler d'authenticité. Quand on échangeait au téléphone, tu m'as dit que tu étais devenu un expliqueur en chef, donc cette notion d'expliquer, expliquer. Solène, toi tu as une double casquette en fait, parce que tu es chasseuse de tête dans la vie civile et tu es en même temps la fondatrice avec Riyad d'Eclore sur l'épanouissement au travail et l'épanouissement des diversités aussi. Donc, quel est ton sentiment sur le sens au travail ? Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une quête de sens qui est tout à fait nouvelle, qui n'existait pas chez mes parents ou mes grands-parents. Cette quête de sens nouvelle, c'est que l'individu ne cherche pas à ce qu'on lui donne un sens à l'extérieur. Il ne cherche pas un manager qui va lui dire pourquoi il doit faire ça. Il cherche à trouver un sens en lui-même. Il y a une dimension nouvelle sociétale qu'on appelle l'intériorité. On ne se contente plus, ou de moins en moins, d'une vie seulement matérielle. On veut une vie créative, spirituelle, intérieure, de nouvelles qualités relationnelles. Il y a des entreprises qui semblent avoir beaucoup de sens pour leurs collaborateurs. Elles plantent des arbres partout dans le monde, elles aident des personnes en difficulté, etc. Et pourtant, les connaissant de près, à l'intérieur, il ne fait pas bon vivre. Et tous les jours, certains de leurs collaborateurs me contactent. Donc ce qui est nouveau, c'est qu'on ne cherche plus le sens dans l'entreprise, ni même dans la société. On ne croit plus au collectif. On ne croit plus aux partis politiques. On ne croit plus en la capacité de nos sociétés de répondre aux défis écologiques. Et donc on est face à une crise de sens très très profonde, où tout un chacun sûrement aura des pistes. Mais ce qui est novateur, je crois, dans cette crise de sens, c'est qu'elle implique d'abord un retour personnel sur soi. Bon sujet, bonjour Christy qui nous rejoint de Blue Nov. Alors je me tourne vers Benoît, qui est un jeune polytechnicien et qui représente Réveil écologique. L'écologie pose une question urgente aux boîtes, aux recruteurs, pose la question en tant qu'humanité de notre propre finitude aussi. Donc comment tu vois ce sujet dans le cadre du sens en entreprise ? Ouais, donc moi je crois qu'on ne peut pas aborder cette question de sens au travail si on ne regarde pas le contexte général dans lequel on se trouve. Et le contexte est particulièrement pour les jeunes générations que je représente et pas forcément glorieux. On sait que le futur va être très compliqué à cause du changement climatique qui s'accélère et la trajectoire sur laquelle on est ne bouge pas depuis 20 ans et nous mène vers des catastrophes à cause de l'effondrement de la biodiversité où on est en train de vivre une nouvelle extinction de masse à cause de l'épuisement des ressources. Et aujourd'hui, la plupart des entreprises qui veulent nous recruter sont dans cette économie complètement extractiviste. Et donc nous, quand on est jeune, on se dit qu'on ne veut pas aller travailler dans cette économie qui détruit notre futur. Et la question du sens au travail, c'est déjà une question d'être cohérent et pragmatique, c'est-à-dire qu'on ne veut pas agir contre notre propre intérêt à long terme et donc détruire notre futur par la vie de tous les jours, par le travail qu'on va faire. Et ça, c'est quelque chose c'est un mouvement qu'on ressent très fort, moi, dans les écoles, dans les étudiants que je côtoie. Par exemple, l'initiative dont je fais partie, donc, qui date du manifeste étudiant pour un rêve écologique, on est 30 000 étudiants à avoir dit qu'on voyait la crise écologique aiguë, qu'on en avait conscience, qu'on déplorait le fait qu'il y ait une absence de réaction du monde économique et politique, et que nous, en tant que citoyens, mais aussi en tant que futurs travailleurs, on est prêt à sortir de notre zone de confort pour ne pas participer à ce système destructeur. Et donc, on est prêt à choisir notre entreprise en fonction de son engagement écologique et en fonction de quel modèle on veut construire.
Merci Benoît. Alors j'ai demandé d'incliner ton micro légèrement vers Christy. Normalement, vous devriez en avoir deux, mais ils ne sont toujours pas arrivés. Donc Christy, ton sentiment sur le sens au travail dans ta vie et chez Blue Nove. Bonjour à tous. Alors peut-être deux axes pour répondre à cette question qui n'est pas simple. Le premier axe, c'est déjà que le sens au travail, c'est un construit qui est collectif. Enfin, moi, je me suis rendu compte tout au long de ma carrière que j'ai pas eu l'injonction au sens tout de suite. Hein. J'étais en école primaire, j'ai vu les vidéos américaines, je voulais devenir avocate. Voilà, j'ai eu toute une scolarité qui m'a été poussée par des valeurs justement de justice, d'équité. Et très vite, je me suis rendu compte que ça ne répondait pas justement aux problématiques toujours entrepreneuriales, économiques, sociétales. Et c'est toujours des personnes que j'ai rencontrées tout au long de ma vie qui m'ont permis de me poser les bonnes questions. Donc déjà, premier axe, le sens, je pense que l'on co-construit au gré des rencontres, au gré des personnes que l'on va avoir l'occasion en fait, d'avoir sur son chemin de vie. Et ça, c'est important parce que c'est quelque chose qu'il faut très vite avoir à l'esprit quand vous êtes entrepreneur, manager, dirigeant. Comment vous aidez autrui à trouver son sens. Ça, c'est un des aspects qui est, je pense, le plus clé. Et c'est surtout pas simplement une question hiérarchique. Hein. C'est aussi construit avec vos collègues, vos amis, votre famille. Donc c'est peut-être le premier apprentissage que je vais avoir, c'est comment, en fait, ce sens, on arrive à en faire un exercice collectif. Deuxième aspect, c'est que c'est vrai que depuis la crise, on a vu, il y a une injonction au sens. Hein. Très vite, il y a eu... merci. Très vite, il y a eu des questions sur tous les jobs qui étaient considérés inutiles, aussi le syndrome un peu des burn-out. On s'est posé les 4 questions. Qu'est-ce que je dois faire qui est essentiel? Qu'est-ce que je dois arrêter de faire? Qu'est-ce que je dois faire de nouveau qui apporte de la valeur? Et on a fait un exercice, et on a essayé de le faire avec Blue Nove pour se dire comment est-ce qu'on aide tout un chacun, les individus, à se demander comment ils continuent à trouver du sens dans le mouvement collectif, l'économie, dans l'entreprise. Et c'est des exercices qu'on invite vraiment chacun à faire parce qu'il faut prendre du temps. C'est le temps d'introspection, le temps aussi de se dire que c'est quelque chose qui doit être renouvelé au quotidien. On ne trouve pas un sens il y a 2 ans. Et non, il faut le renouveler tous les ans, se reposer la question. Est-ce que mon activité aujourd'hui, je comprends ce qu'elle apporte comme valeur? Est-ce que quand je regarde mon année, j'ai des fiertés, des réalisations dont je suis fière? Est-ce que, voilà, c'est des parties qui sont très importantes. Le sens est vraiment collectif. Deuxième aspect, cette injonction au sens, elle peut paraître comme étant en fait un rappel peut-être qui est nécessaire quand en fait on travaille, je veux dire, de manière intense, de manière importante toute l'année, on a un peu le nez dans le guidon. Et ça nous rappelle qu'il faut prendre le temps de faire pause aussi. Je ne sais pas si, je pense que c'est dans Éclore, j'avais vu une des conférences que vous aviez fait, la mode du slow. Et c'est vrai que le sens ne peut apparaître que quand on fait des moments de pause. Il ne va pas apparaître quand vous êtes toujours dans l'injonction de la rapidité, des plannings, des délivrables. Et de manière assez contradictoire, un sens et une valeur qui se crée, qui se cristallise quand on prend le temps de faire pause. Enfin voilà, c'est mes deux premières... Super. Co-construction, pause, temps long. Et je rappelle alors, Chrissy, tu as une double casquette parce que tu es à la fois Chief Product Officer et Chief People Officer. Donc pour ce que ça vaut encore, voilà. Oui. En fait, j'ai des opérations, effectivement, mais c'est assez... vous allez voir, dans beaucoup de nouvelles organisations, il y a beaucoup de chiefs, beaucoup de hauts, beaucoup de choses. Moi, je sais mon titre sur LinkedIn, je pense qu'à la fin de la journée, c'est quand j'arrive à créer de la valeur avec les gens et pour les gens, en fait. Hein. Et c'est vrai que ça m'a forcé à quitter des anciens postes. Avant, j'étais chez Airbus pendant plus de 12 ans. Je m'occupais du leadership et de l'innovation. Et je me suis dit, ça ne suffit pas, en fait. Il faut qu'on arrive à créer des mouvements collectifs. Donc c'est vrai que le titre, c'est quelque chose, mais ce n'est pas le plus important. Et vous avez fait un module aussi, hein, je crois, avec Altran, dont qu'on pourra évoquer. Alors, je reviens à Anne-Sophie. Alors, toi, tu es directrice de l'innovation, Anne-Sophie. Donc, comment vous innovez dans le sens... Comment toi, tu donnes du sens à ton travail? Comment vous innovez chez Malakoff Humanis dans le sens? Alors, je crois que j'ai de la chance parce que par rapport à tout ce qui a été dit, je suis sûrement finalement à la bonne place. Alors, je crois que moi, trouver du sens, c'est aussi finalement parce qu'il y a un alignement. Enfin, j'ai l'impression d'être la bonne personne et à la bonne place. Donc ça, c'est important. Tous les jours, je me dis, je ne suis pas en décalage entre finalement ce que j'aimerais faire, ce que je fais et puis ce que fait mon entreprise. Alors,
je crois qu'il y a quand même quelque chose qui est très important, ça a été dit un peu avant, c'est que nous, on a la chance d'avoir un dirigeant, Thomas Saunier, qui est arrivé il y a 4 ans, et il a dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Vous voyez d'ailleurs, c'est une des premières fois où j'en parle, mais je l'ai en tête tout le temps. Thomas Saunier, quand il est arrivé, il a dit « J'aurais réussi si j'ai la satisfaction, si mes clients sont satisfaits, et si j'ai la confiance de mes collaborateurs. » Et il a fait un truc incroyable, quelques semaines après être arrivé. Il a décidé de lancer une grande enquête pour savoir si les salariés avaient confiance dans l'entreprise, dans ses dirigeants, dans ce qu'on faisait, enfin dans ce qu'elle faisait. Et donc c'est quand même très très fort d'avoir un dirigeant qui essaye d'aligner dans le même temps finalement les clients et les collaborateurs. Donc ça c'est la première chose. Ensuite ça se décline pour de vrai et ça c'est mon job. Moi mon job c'est de préparer finalement ce futur avec cette idée quand même très forte de lier l'humain et le business. Et on a par exemple créé en 2019 un indice du capital humain qui mesure ce que font les entreprises en matière d'humain au sens très large et qui s'efforce de démontrer que les entreprises qui ont une bonne notation, elles ont une meilleure performance à la fois économique, boursière pour celles qui sont cotées, et puis aussi qu'elles sont mieux recommandées par leurs collaborateurs. Donc ça c'est, on va dire, la dimension un peu business. Et alors je suis aussi un manager d'une équipe de 20 collaborateurs. Je crois que le rôle du manager, il n'a jamais été aussi important. Alors, un manager, ça doit d'abord décider, ça doit motiver, ça doit développer ses collaborateurs, mais un manager, ça doit aussi donner le sens. Ça, je crois que finalement, il y a à la fois ce qui vient de nous, mais enfin, il y a quand même une partie importante quand même qui tous les jours est donnée par le manager. Donc, je pense que les managers aujourd'hui ont un rôle clé à jouer et donc on voit qu'on est à un moment, vous l'avez dit, où les salariés attendent effectivement peut-être plus de sens, mais ils attendent aussi des choses très très basiques. Ils attendent des perspectives d'évolution. Ils veulent finalement connaître le sens au sens cette fois-ci un peu plus directionnel. Ils veulent de la reconnaissance. Je crois que c'est très important. Enfin, il ne peut pas y avoir de sens sans reconnaissance. On a besoin. La reconnaissance, quelque part, c'est la vérification que vous êtes dans la bonne direction et que par rapport à ce qu'on vous a demandé de faire, effectivement, il y a quelque part une forme d'alignement. Donc, voilà, je pense que je pense que vraiment, encore une fois, être la bonne personne à la bonne place, c'est absolument clé. Et je crois qu'il faut qu'on cherche toute la vie, finalement, cette forme d'alignement entre les deux. C'est intéressant ce que tu dis parce que un des premiers professeurs de management à avoir écrit sur le sens du travail, il s'appelle David Autissier. Il dit il y a 3 basiques sur le sens du travail qui sont la sécurité, la reconnaissance et l'avenir. Donc ça, c'est des notions très importantes. Alors, je reviens vers toi, Arnaud. Toi, tu m'as dit en fait que vous avez des collaborateurs un peu particuliers dans le sens où ils sont souvent chez les clients. Donc, tu as ce sujet en fait dans le don de sens. On parlera du don de sens avec le cœur, avec Éclat. Tu dois fournir un surcroît de proximité quelque part. Comment tu fais ? Tout de suite, ils ne sont pas particuliers. Ils ont juste un mode effectivement d'organisation quotidien qui peut bouger et qui peut changer en fonction des sujets sur lesquels on les implique. Et c'est vrai que l'absence de proximité pour certains qui sont impliqués sur des projets en France, à l'international, mais pas forcément au sein de nos structures, rend plus compliqué les messages qu'on peut faire passer. Quoi qu'il en soit, je dirais, je me rappelle une anecdote qui est très récente. Mon fils est venu avec son bulletin de fin d'année, il me l'a donné, il m'a demandé ce que j'en pensais. J'imagine que à peu près tout le monde fait la même chose. J'ai regardé les maths, j'ai regardé le français, j'ai regardé l'anglais. L'anglais est important. Je ne vais pas passer trop de temps sur le sport et la musique. Mon regard et ma façon de communiquer lui a dit tout de suite, s'il avait encore un doute, que la musique c'était pas important, le sport non plus. C'est une aberration. J'adore la musique, j'adore le sport et je fais à peu près tout ce que je peux faire en termes d'animation autour de ces 2 thèmes. Je pense que c'est pareil pour les entreprises. Si on veut demain que les choses changent, il faut que l'entreprise ne soit plus seulement jugée sur sa performance économique. Quand vous demandez à un entrepreneur, à un patron de boîte, s'il peut parler de son entreprise, il va vous parler de sa croissance, il va vous parler de son EBIT, et puis globalement, il va vous parler de ce qu'il fait en plus, s'il a le temps. Puisque de toute façon, il sait que vous allez juger essentiellement sur ces critères-là. On commence à voir aujourd'hui des classements d'entreprises qui changent et qui regardent des éléments qui sont extra-financiers. Si demain vous êtes jugé sur des critères qui sont extra-financiers, le sens va complètement changer votre façon de fonctionner. Si demain on me demande autant combien je vais faire de résultats, combien je vais faire de croissance que ce que je fais pour mes salariés,
que ce que je fais au niveau de l'environnement, forcément, mon quotidien sera différent. Sous cet angle-là, on a essayé, je ne vais pas être trop long bien évidemment, mais je vais vous donner quelques exemples très concrets, d'accompagner évidemment nos collaborateurs en essayant de démontrer et d'expliquer ce qu'on fait, comme on l'a dit, qu'il s'agisse effectivement de leur quotidien à eux, ou qu'il s'agisse des partenariats qu'on a pu nouer, notamment au travers de mécénat de compétences. Altran, sans en parler très longtemps, c'est une grosse structure. Nous avons énormément d'ingénieurs, quasiment que des ingénieurs, et on en a 14 000 en France. Forcément, on a un petit peu de moyens pour pouvoir aider des partenaires sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Donc on choisit des sujets qui nous parlent, des sujets qui projettent nos équipes et sur lesquels on est capable de les impliquer. Parfois à temps plein, parfois en part-time, mais en tous les cas, ils participent à des sujets qui ont du sens. Des sujets qui vont être liés à l'environnement. Vous avez tous entendu parler de Solar Impulse, par exemple, cet avion qui est capable de voler grâce à l'énergie solaire. On a accompagné Solar pendant 10 ans parce que c'est un défi d'innovation, un défi technologique extraordinaire. On travaille avec les Airship Sisters aujourd'hui, qui sont là pour effectivement expliquer les évolutions qu'il doit y avoir effectivement dans notre façon de fonctionner autour de l'environnement. On travaille avec Under the Pole, on travaille avec la Fondation Tara. Voilà, autant de moyens, si vous voulez, de parler et d'impliquer l'entreprise sur des sujets qui nous tiennent à cœur, mais qui ne sont pas forcément que chez nous. Merci. Solène, alors, quand on s'est parlé, tu as eu des mots assez forts, assez puissants sur les dysfonctionnements en entreprise. Je voulais savoir comment tu remettais du sens dans ta double fonction et comment tu remettais du cœur aussi dans les organisations. Alors effectivement, dans ma première vie, je recrute des cadres dirigeants et de hauts potentiels. Et j'aime rencontrer les personnes en vérité, donc ne pas m'arrêter au CV ou à juste une logique de carrière, mais comprendre quelles sont les aspirations plus profondes. Et il y a eu un choc il y a 2-3 ans où une matinée, j'ai vu 3 candidats à la suite qui étaient de belles personnes avec des beaux CV. Et les 3 m'expliquaient qu'ils souhaitaient quitter leur entreprise parce que manque de vision sur les défis de société ou d'écologie, parce que manque de moyens humains pour atteindre les objectifs, donc une pression disproportionnée, ou encore, le 3e cas, un management toxique. Et en fait, 3 à la suite, je vous avoue que ça m'a mise en colère. Éclore est l'anagramme de colère. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais de cette colère ? Qu'est-ce que je fais de ça ? Parce qu'effectivement, ces problématiques sont systémiques. Ce n'est pas quelques anecdotes. On l'a tous soit vécu, soit entendu, soit vu. Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Il y a aujourd'hui une tension entre les impératifs d'un modèle économique financier, qui sert d'abord la grande finance que l'économie réelle, et la vie humaine, les logiques humaines de qualité de relation, d'écoute. On n'a plus le temps de s'écouter. Et du coup, j'étais tellement en colère, je ne savais pas quoi faire de ça, que j'ai fait un post LinkedIn en canalisant ma colère et en me mettant en communication non violente. Vous connaissez communication ? Donc ça, c'est une première leçon, c'est que toutes les tensions que je vis personnellement dans l'exercice de mes responsabilités, j'essaye de les transformer. Donc vous êtes face à des situations d'éthique un peu complexes, ou qui sont le lot, c'est le lot quotidien de n'importe quel manager ou collaborateur ou voire dirigeant. Au quotidien, on est face à des tensions. Comment ces tensions, on les transforme ? Voilà. Donc la première clé que j'ai trouvée, c'est de faire de chacune de mes tensions l'occasion d'une prise de conscience, d'une communication, d'infléchir quelque chose, d'agir ailleurs. Après, ma deuxième clé, c'était de me dire, dans l'exercice de mon travail, je ne peux pas exprimer tous mes talents. Certains le peuvent dans leur job au quotidien, et c'est génial. Je pense que ça reste une minorité. Et comment on fait quand on a une âme d'artiste, de musicien, de littéraire, quand on a envie de manager des grosses équipes et qu'on n'a pas les diplômes, qu'on a envie de faire plein de choses et qu'on n'en a pas le temps, comment on fait ? Et là, il existe des dispositifs, je pense au mécénat de compétences, qui permet aux collaborateurs de libérer une journée par semaine. Mais moi, je me suis créé mon propre mécénat de compétences. J'ai créé une association. J'ai gagné en performance pour faire mon chiffre d'affaires sur un temps plus court. Et j'ai dit, voilà, maintenant, un quart de mon temps, ce sera pour mon association. Voilà. Donc, c'est aller à la rencontre de ses propres talents et se dire, qui suis-je ? Qui ai-je envie de devenir ? Et quel est mon territoire
dans lequel je vais pouvoir exprimer mes talents. Et ta citation, Riyad, et je finirai là-dessus, tu ne l'as pas citée, mais j'avais envie de te la souffler. Ce que dit Einstein, c'est « On n'évalue pas la qualité d'un poisson rouge à sa capacité à grimper à un arbre, sinon on le jugera toujours idiot. » Donc voilà, trouver son territoire. Ouais, trouver son territoire. Et se rappeler qu'on peut toujours impulser et un peu essayer de designer son job à l'intérieur des boîtes. En tout cas, elles sont plus ouvertes à ce principe. Alors, Benoît, moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir comment vous, Réveil écologique, vous travaillez avec les boîtes, avec les recruteurs, parce que vous avez construit toute une plateforme, en fait, et il y a de la formation. Qu'est-ce que vous leur demandez? Comment vous travaillez avec les boîtes pour, justement, redonner ce sens écologique? Oui, donc nous, après l'apparition du manifeste, on s'est dit que le message qu'on avait vis-à-vis de nos futurs employeurs, on allait leur porter directement. Donc on a été faire des rencontres avec plusieurs dizaines de dirigeants d'entreprises. On a été leur porter notre message, leur dire que nous, en fait, le modèle dans lequel ils étaient ne nous convenait pas, qu'on ne voulait pas travailler chez eux. Et puis on a essayé de construire un peu plus quelles étaient nos attentes vis-à-vis de nos employeurs et pour nous, qu'est-ce qu'était une entreprise sérieuse sur les sujets environnementaux. Le premier point sur lequel on insiste beaucoup, c'est l'utilité de l'activité et est-ce que l'activité ou le produit a du sens, a sa place dans la société, vu les contraintes physiques qu'il y a, environnementales. Par exemple, je ne pense pas que construire des SUV, des voitures qui pèsent 2 tonnes, ça ait sa place aujourd'hui et qu'il y a un sens à construire ça aujourd'hui. Ni tout un tas d'objets connectés qui n'apportent rien de plus à nous pour nos vies. Et puis ensuite, donc ça c'est le premier point et on n'ira pas travailler dans une entreprise qui n'a pas une vraie utilité voilà, pour la société. Ensuite, on regarde qu'est-ce que met en place l'entreprise sur les sujets climat, biodiversité. Est-ce qu'ils ont des plans pour réduire réellement leur impact? Et est-ce que c'est des stratégies qui sont crédibles? Et puis on regarde aussi comment ces sujets environnementaux sont pris en compte à l'intérieur de l'entreprise. Est-ce qu'il y a des mécanismes qui font que les injonctions court terme auxquelles sont soumises la plupart des entreprises puissent être contrebalancées? Est-ce que si nous on va rejoindre cette entreprise, on pourra être force de proposition pour faire évoluer la stratégie? Est-ce qu'on aura des marges de manœuvre? Est-ce qu'on pourra donner notre avis? Ou est-ce qu'on va devoir simplement écouter, dire ce qu'on nous dit de faire et donc perpétuer un modèle qui, pour la plupart du temps, ne nous convient pas? Et puis, un dernier point qu'on regarde, c'est comment interagit l'entreprise avec ses parties prenantes. Est-ce que son simple objectif, c'est de faire du profit et donc de satisfaire les actionnaires, pardon, ou est-ce que c'est d'être cohérent avec à la fois ses salariés, bien sûr, mais aussi ses fournisseurs, ses clients, dans ses activités de lobbying aussi? Est-ce que l'entreprise œuvre pour l'intérêt général ou simplement pour ses propres intérêts privés? Alors, avant de passer à Christy, je voulais vous rappeler que vous avez un module d'interaction, vous pouvez voir aussi sur le web, qui s'appelle programme/futur du travail. Donc, quand vous êtes sur Produra, vous faites programme et vous regardez la session sur laquelle on est, c'est-à-dire futur du travail, du sens, non rien, sur laquelle vous pourrez poser des questions. À la fin, on a déjà reçu 3-4 questions sur le module. Donc voilà, je voulais vous rappeler ce module. Et Christy, alors on a beaucoup discuté, il y a des mots qui revenaient souvent quand on discutait ensemble, qui étaient co-construction, intelligence collective. Ça c'est un gros sujet chez toi. Est-ce que tu peux nous dire comment tu fais, comment vous faites pour construire du sens collectivement? Alors c'est vrai qu'on est peut-être dans je pense, une activité de niche et on va beaucoup découvrir avec des petits pas, avec chacun de nos clients, chacun de nos projets. On fait en 2020 de l'intelligence collective différemment de celle qu'on pratiquait en 2018, en 2019, en 2017. Et c'est vrai que personne n'a la réponse toute cuite. Quand on dit donner du sens pour des communautés, des collectifs, des ingénieurs, des personnes qui sont en mission chez les clients, ça ne se décrète pas avec 12 personnes autour d'une table. Et c'est vrai que pour l'intelligence collective, peut-être aussi pour vraiment en toute humilité,
chacun des projets qu'on a eus, chacune des entreprises qui est venue nous voir pour en fait lancer un dialogue, avait l'intention et en tout cas voulait prendre le temps de comprendre comment chacune des parties prenantes, qu'elles soient collaborateurs, clientes ou même citoyens, souhaitait donner du sens au travail. D'abord, la question avant la crise était en 2030. Avant la crise, on était tous, quand je dis crise, c'est crise sanitaire, hein, c'est-à-dire en 2019, 2018, on avait plein de projets. Oui, comment sera notre entreprise en 2030 ? Tout le monde se projetait à 10 ans en rêvant est-ce que je travaillerai à la maison ? Parce que finalement, je vais une fois par semaine au travail. Enfin, on avait des fantasmes, des nouvelles manières de travailler qui étaient vraiment lointaines. Et donc, par exemple, le télétravail était perçu comme étant finalement une fiction dans laquelle on se retrouvait après quelques années de carrière parce que les enfants avaient grandi, parce qu'on voulait faire aussi du yoga, on voulait être aussi artisan, on était slasher. Enfin, tout ça était très romancé. Et c'est vrai que la crise a été un excellent accélérateur parce que nous, depuis quelques années, on lit des fictions parce qu'on a par exemple une méthode qui s'appelle Bright Mirror. On va inviter les collaborateurs à penser positivement au futur. On a une injonction de positif. On leur dit vous êtes en 2030, le 7 septembre 2030, vous commencez votre journée de travail et ça se passe bien, pas quart, 3 petits points. Et là, les gens se mettent à imaginer ce qui peut bien se passer. On peut avoir d'autres débuts de phrases, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, pendant 2 ou 3 ans, on a lu beaucoup de fiction, on a lu beaucoup de débats sur ce qui faisait encore sens. Est-ce que ça faisait encore sens de travailler en 2030 ? Et c'est vrai que, comme le disait tout à l'heure Anne-Sophie, on voit il y a des rituels de reconnaissance qui reviennent. Le travail en 2030, c'est quoi ? C'est de la reconnaissance, parce que finalement, je me retrouve à venir à un dîner pour féliciter un collègue qui a réussi un projet très complexe, ou je me retrouve à faire une visio avec mon manager à distance pour parler de ma carrière entre mon boulot d'artisan d'ébéniste et mon boulot de chef de projet international. Et on se rend compte que la reconnaissance, dans le futur, elle est vraiment très importante, c'est un des jalons qui est clé. Tout comme le rôle et l'équilibre professionnel et privé. Enfin, une des choses qu'on voit apparaître quand on fait ces exercices d'intelligence collective, c'est que la frontière finalement privée-professionnelle, elle est intégrée dans le travail, elle permet aussi de définir le travail. Un bon collaborateur est avant tout un bon parent parce qu'il a le temps de se consacrer à sa famille, à ses amis, à ses priorités. Et ça, ça peut paraître très, très naïf de prime abord, mais en fait, on se rend compte que ça contribue de manière essentielle à la durabilité du travail dans le futur. Et d'autres aspects qui sont vraiment qui ont été importants et qu'on voit en fait dans les thématiques de concertation qu'on a eues. Ce réveil écologique, finalement, il n'est pas uniquement, j'ai envie de dire, dans la génération des étudiants. Nous, on interroge tout le monde dans nos consultations, on les fait de manière ouverte pour tous les collaborateurs, peu importe la hiérarchie, peu importe l'ancienneté, le grade, et les concepts qui sont liés à l'environnement, l'écologie, que ce soit sur des consultations en Europe, en Afrique ou dans le monde entier, sont vraiment des valeurs qui arrivent en position top 3. On va dire c'est l'écologie, l'équilibre vie privée, vie professionnelle et s'assurer en fait qu'on soit responsable dans la société par rapport au projet de l'entreprise. Et c'est pour ça que je voudrais juste peut-être moi vraiment réussir à dire que quand en fait on a une démarche d'intelligence collective avec 25 000 collaborateurs, 130 000 collaborateurs, on le voit, c'est une prise de risque pour les entreprises de se dire on va écouter les collaborateurs, mais ça nous ramène en fait à des essentiels. Par exemple, Decathlon a fait une démarche qu'ils ont commencé en 2019, qu'ils ont appelée Vision 2030, où il s'agissait d'écouter ce que serait le sport en 2030, le travail en 2030, et même après les activités économiques en 2030. Mais et si jamais ça vous intéresse, on a le Vision Leader de Decathlon qui intervient en webinaire jeudi matin, on le mettra sur Internet. Mais tout ça pour dire, ils ont fait un exercice avec leurs collaborateurs, les citoyens dans le monde entier, mais aussi les clients. Et ça vous montre en fait qu'ils prennent le temps d'écouter pour pouvoir définir leurs fonctions. Donc co-construction, co-création, voilà, ça participe à 3... Et narratif aussi, ça, j'aime beaucoup la notion de narratif. Anne-Sophie voulait te répondre en fait. Non, je trouve ça, moi je suis tout à fait d'accord avec ça et il me semble que cette idée finalement d'arriver à conjuguer le je, moi et le nous, me semble être un des principaux défis. Alors, je voudrais quand même dire un petit mot parce que je crois que tout à l'heure Solène disait que le collectif, on n'y croyait pas trop, etc. Là, on vient de terminer, on n'a pas encore publié, mais on vient de terminer tout un travail très important. On a interrogé beaucoup de salariés dans différents secteurs sur finalement ce que la crise a changé. Et en fait, cette idée du collectif qui était déjà présente, elle est renforcée.
C'est-à-dire que les salariés nous disent, nous on a vraiment le sentiment qu'on va avoir besoin de s'inscrire de plus en plus dans des collectifs. Et ça, je pense que c'est important parce que quand même l'entreprise, c'est avant tout des hommes et des femmes qui finalement s'associent pour construire quelque chose ensemble. Donc je crois que toute la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment d'arriver à concilier ce jeu qui est de plus en plus important, et qui sûrement d'ailleurs, on ne l'a pas vécu, mais a quand même été aussi important avant. Et ce nous. Et puis peut-être ce week-end, je lisais une étude d'Harvard Business Review qui montrait que les entreprises qui savent faire fonctionner correctement les collectifs sont bien plus performantes. Donc je crois qu'on a vraiment cette injonction du collectif efficace qui va permettre justement aussi d'impliquer les collaborateurs dans leur futur. Je crois que c'est Benoît qui le disait tout à l'heure. En fait, on a tous besoin quelque part d'être au moins consultés. Parce que, je termine là-dessus, c'est que l'intelligence collective, c'est aussi accepter pour le manager qui va devoir prendre la décision, il n'y en a qu'un qui prendra la décision, de dire je vais peut-être m'appuyer sur les avis des uns et des autres, mais peut-être pas. Et puis pour ceux qui participent aussi, cette forme d'intelligence que finalement, on va participer, mais peut-être que notre avis ne sera pas retenu. Et ça, il faut le faire il faut l'accepter avec toute l'humilité qui va avec. Donc je crois qu'il y a quand même les codes, il y a des règles aussi à mettre en œuvre. Anne-Sophie, sur ce sujet, je voulais rebondir justement avec Riyad, parce que s'il y a un spécialiste du collectif, c'est bien Riyad qui a fait natation, basket et rugby aussi, donc qui s'y connaît en collectif. Donc qu'est-ce que tu peux dire sur ce gros sujet d'animation du collectif ? Alors, je veux dire que depuis quelques années, on a une réalité. Aujourd'hui, moi je suis ambassadeur Paris 2024. J'ai fait 6 jeux. Aucun jeu ne prenait en compte l'environnement, le social. C'était un bulldozer, ça arrivait, on mettait des milliards et que le spectacle commence. J'interviens dans pas mal d'écoles. De plus en plus d'écoles, il y a des chaires sur le social, sur l'environnement, sur l'économie autrement. J'entends des choses que je n'entendais pas avant. J'avais l'impression d'être un petit peu seul à parler de l'économie de la vie. Et là, maintenant, on a des grands influenceurs de nos grands politiques qui parlent de l'économie de la vie. Donc, cette réalité, et j'ai découvert il n'y a pas longtemps qu'il y avait carrément un syndicat qui se montait, qui était le Printemps Écologie, et pour que des personnes puissent se syndiquer, mais avec cette grille de lecture sur l'environnement. Donc il y a une réalité qu'on ne connaissait pas avant. Et c'est vrai que le collectif, alors il faut toujours faire attention, parce qu'il y a des entreprises libérées, et c'est une catastrophe. Voilà. Parce que l'intelligence collective, il faut créer cette intelligence, et ce que je disais auparavant, il faut créer cette culture. Parce que tout le monde part de là où il est, de son histoire, et s'il a le pouvoir, ça c'est quelque chose qui, pour moi, changera le monde de demain, cette prise en compte de l'égologie. Le pouvoir, c'est comme l'alcool. Écologie ou égologie ? L'égologie. C'est quoi ? L'égologie. On ne va pas commencer à disserter là-dessus, mais juste en résumé, il y a des gens qui n'ont pas trop d'ego et qui ont des grands talents, mais qui n'arrivent pas à exprimer leurs talents parce qu'ils ne sont pas en capacité de prendre la parole, parce que trop timides, parce que trop de choses, et que le collectif ne leur laisse pas la place ou ne leur donne pas la parole. Et même quand on leur donne, des fois, ils la refusent. Et il y en a qui ont des fois rien à dire, mais alors on les entend bien, c'est un petit peu compliqué. Et après, toute cette notion, c'est dans le pouvoir. Parce que même quand on crée un collectif, je m'aperçois que nous, on a essayé de faire une entreprise libérée et tout ça, ceux qui n'ont pas travaillé sur leur personne, leur talent, leur être, au final, c'est toujours les mêmes qui parlent. Donc oui, on a l'impression qu'on a pris une décision, mais c'est toujours une petite minorité qui, eux, n'ont pas peur de s'exprimer et d'y aller de manière assez virile. Donc cette prise en compte du collectif, il faut qu'elle soit bien travaillée. C'est-à-dire que le manager, il faut déjà qu'il ait fait un travail sur son écologie
Parce que le pouvoir, un peu c'est comme l'alcool, il y en a qui ont l'alcool joyeux, d'autres l'alcool mauvais. Donc quand vous avez du pouvoir, vous êtes dans quelle dynamique? Est-ce que d'un seul coup vous écrasez les autres, ou est-ce que vous devenez plutôt un leader-serviteur parce que vous avez le pouvoir, donc c'est vous qui distribuez un petit peu les rôles des uns et des autres pour atteindre un objectif. Et dans le sport, c'est pareil. Quand on a été champion du monde, en foot, je prends cet exemple-là parce que c'est dans la mémoire collective, le coach, Aimé Jacquet, n'a pas pris les meilleurs joueurs. Il a pris le meilleur groupe. Et il a pris un leader qui était introverti et qui laissait la place aux autres de s'exprimer, mais lui, il avait ce talent de marquer des buts. Et ça aussi, c'est important d'aller chercher dans ce collectif comment on va pouvoir prendre une décision ensemble et que tout le monde ait eu l'occasion de s'exprimer. Parce que sinon, au final, on déplace juste le problème et ceux qui sont proches un peu du pouvoir ou qui arrivent à téléphoner, à créer du lien avec le chef ou le coach ou le machin, bah, ça sera toujours cette même direction et au final, le résultat, il sera plus ou moins le même. Sauf qu'on dira, ah bah, c'est pas moi qui ai décidé, c'est vous, et on peut se mettre dans la panade collectivement aussi. Donc voilà, je pense qu'il y a une culture en amont, et cette notion d'égologie, c'est comme quand nous, on travaille sur le sport pour qu'à un moment donné, bah, le meilleur qui est le plus fort bah, soit au service du groupe, parce que moi, je sais pertinemment, au rugby, je ne peux pas marquer mes points s'il n'y a pas mon petit point qui me fait le bloc et qui empêche les autres de venir me dégommer. Donc il faut que les règles du jeu soient bien établies pour qu'on puisse avancer dans cet esprit collectif et du nous au collectif. Super, alors le meilleur du groupe, pas le meilleur des individus, ça c'est une belle notion. Je voudrais dans la troisième partie aborder le sujet très prégnant actuellement du télétravail. Il y a des gens qui ont dit je ne sais plus finalement si je suis au bureau ou à la maison. Il y a cette notion un peu complexe et on parlera un peu de technologie peut-être avec Arnaud et Chrissy de ces interfaces visuelles où se manifeste, comme d'autres l'ont dit, hein, c'est pas moi, la présence de l'absence. Alors, comment vous donnez du sens dans le télétravail? Comment vous voyez le télétravail? Et quelle est votre vision un peu positive du futur du sens au travail? Anne-Sophie. Moi, je vais dire juste un tout petit mot, c'est que je pense qu'effectivement, la demande sociale est forte. 90% des salariés qui ont télétravaillé, ils veulent continuer à télétravailler, donc il y a une demande sociale forte. Je pense qu'il faut juste faire attention justement à trouver le sens du télétravail. Et donc, dans télétravail, il y a surtout travail. Et je crois que le meilleur conseil qu'on pourrait donner à toutes les organisations, c'est de réfléchir à ce que sera le travail demain, pour chacun d'entre nous, et chaque métier, chaque direction. Comment est-ce qu'on veut l'organiser? Et seulement après, quelle est la place du télétravail là-dedans? Voilà, donc je pense que c'est ça pour moi les trois grands sujets. À quoi va ressembler le travail? Comment on veut l'organiser? Et quelle est la place du télétravail là-dedans? Parce que sinon, on va aller à la catastrophe, parce qu'on aura peut-être... à court terme au moins satisfait des besoins individuels, mais il y a quand même des grands risques à la fois pour les collectifs et pour l'emploi, y compris des plus qualifiés. Donc faisons attention, prenons le temps de réfléchir et à donner un vrai sens au télétravail. Arnaud. C'est vrai que le télétravail, c'est un sujet sur lequel on a nous travaillé beaucoup depuis à peu près 2 ans. Avant qu'on soit tous globalement obligés de le faire un petit peu dans la souffrance, même s'il y a des choses très intéressantes, et on pourra en reparler de cette période un petit peu particulière de mise en place du télétravail. En fait, j'en parle d'autant plus facilement que je n'étais pas du tout convaincu. Je crois que le télétravail, avant toute chose, c'est vrai qu'il y a le travail dans le télétravail, c'est bien de le rappeler, et je pense que c'est un bon lien avec mon problème de départ, c'est que je n'avais pas confiance. Je n'avais pas confiance parce que je me disais peut-être que les gens ne vont pas travailler de la même façon chez eux. Peut-être qu'ils vont en profiter pour faire autre chose. Peut-être qu'ils vont me demander le mercredi parce que c'est plus simple pour s'occuper des enfants. Et en fait, je ne voyais que le côté négatif. Heureusement, je suis entouré de gens très bien qui m'ont aidé à prendre un petit peu de hauteur sur le sujet et à me dire, voilà, c'est comme tout, si tu ne vois que les aspects négatifs, ça ne fonctionnera pas. Mais voilà ce qu'on pourrait faire, voilà comment on pourrait le mettre en œuvre. On a travaillé dessus, et puis finalement, avec le temps, heureusement, j'ai changé d'avis, et je suis devenu l'un des plus grands partisans du sujet télétravail. Mais télétravail ne veut effectivement pas dire « je fais comme je veux, quand ça m'arrange ». C'est une organisation qui doit être mise en place par l'entreprise en fonction de ses besoins et de ses contraintes. Donc tout le monde ne peut pas en faire. Malheureusement, ce n'est pas très équitable, mais tout le monde ne peut pas en faire, parce que les configurations de travail de chacun sont différentes. Deuxième chose, la question n'est pas de savoir si on doit faire 5 jours de télétravail par semaine.
C'est un danger. Heureusement que ça s'est arrêté, parce que 5 jours par semaine, vous perdez tout lien social avec l'entreprise et vous changez complètement de vos repères. Sur une période de crise qui dure quelques mois, c'est déjà trop, mais sur la durée, c'est impossible. Donc le tout, c'est de trouver. Et je peux vous dire que là-dessus, tout le monde a un avis. Et généralement pas le même, évidemment, ce qui facilite les choses. Je ne suis pas politique, je n'ai pas besoin de me faire élire, donc j'essaye de prendre les décisions qui sont les meilleures et pas celles qui sont les plus intéressantes pour moi. C'est une chance. On nous met beaucoup de pression sur ces sujets-là, et garder le cap en étant convaincu qu'il faut faire avancer le télétravail, mais pas n'importe comment, est un élément essentiel. Donc si je devais conclure sur ce sujet, je dirais que le télétravail apporte énormément de choses, pour l'entreprise d'abord, pour le salarié bien évidemment, et pour l'environnement. En se déplaçant moins, et finalement on a moins d'impact négatif sur l'environnement. Le tout est de choisir intelligemment la manière de le mettre en œuvre. Et le meilleur moyen que je peux vous conseiller, c'est effectivement de faire des tests. Moi, la grande majorité des salariés m'ont demandé de passer à la vitesse grand V tout de suite. On l'a fait dans des conditions difficiles, maintenant qu'on peut le faire dans des conditions normales, fonçons. Non. On va commencer effectivement par une période de test qui permet à chacun de voir si ça lui convient. Il y a des gens qui ne veulent pas faire de télétravail. Donc déjà, on ne l'impose pas, bien évidemment. Il y en a qui pensent ou qui se font une idée du télétravail, et puis en étant dans cette situation-là, se rendent compte que finalement, non, ce n'est pas ce qu'ils veulent. Donc il faut une période de test. Et encore une fois, le télétravail n'a de sens que si le collectif y gagne. Si votre plaisir ou votre facilité de vie au quotidien dans votre travail est à 100%, mais que l'équipe ne fonctionne plus bien, c'est un danger pour l'entreprise. Donc il faut effectivement que l'ensemble des éléments soient réunis. Mais pour la grande majorité, je suis convaincu qu'on va arriver à déployer sur une base extrêmement large le maximum effectivement des collaborateurs sur des périodes qui iront entre 2 et 3 jours par semaine maximum, parce que je pense que c'est effectivement le maximum pour que ça fonctionne bien. Alors Solène, est-ce qu'on peut faire surgir le cœur dans le télétravail ? Merci pour cette question, Patrick. Moi, je voulais vous raconter une expérience. En gros, donc j'ai 2 vies. Dans la première, c'est très corporate, centré, objectif, KPI, et c'est très bien, ça me permet de gagner ma vie et de faire un métier que j'adore. Et dans ma seconde vie, il y a beaucoup de cœur, on s'exprime, on commence toutes les réunions par un peu de méditation, un peu de météo intérieure. Donc quand je passe de la réunion corporate à la réunion éclore, ça déboussole un peu. Et j'avais toujours eu ce vœu pieux de faire du éclore dans mon cabinet de recrutement. Je m'étais dit, un jour, je les ferai méditer et on fera une météo intérieure. Et le Covid m'a donné l'occasion d'animer une réunion avec mes collaborateurs de mon cabinet. Et je sentais qu'ils n'allaient pas bien. Alors j'aurais dit, écoutez, j'ai envie d'expérimenter une autre manière d'animer. On vit une période historique, innovons. Et donc, on l'a fait par Zoom, méditation, météo intérieure, chacun commence par déposer ce qu'il ressent, on fait émerger l'objectif de la réunion. La parole est inclusive, donc chacun prend la parole tour à tour, même les introvertis, et on limite le temps de parole. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est juste incroyable, incroyable. Dire que des collaborateurs ont pleuré, des grands chefs sioux à plumes. Et il y a eu un moment profondément humain sur Zoom. Et alors le problème, c'est que quand on est revenu en présentiel, les qualités de lien étaient moins bonnes, le lien était moins bon. Donc ça, c'est quand même paradoxal. C'est-à-dire que par Zoom, on arrivait à avoir une qualité de lien incroyable, et quand on se revoit tous masqués à 2 mètres les uns des autres, c'est encore plus difficile qu'avant. Et je crois que moi, la question que j'ai envie de nous poser, c'est comment on fait de cette crise l'occasion de réinventer nos relations humaines. Voilà. Et avec Éclore, on a nos cercles de résonance, nos éclorades. Je serais ravie de vous en parler à l'occasion. C'est des processus d'animation qui permettent de réintégrer le jeu personnel, subjectif, relatif, et l'impératif d'un collectif, d'un nous, d'atteindre des objectifs. Voilà la question du jour. Merci. Météo intérieure, météo d'intériorité. Alors Benoît, comment tu fais ta météo intérieure, toi, dans tes activités ? Ça change de question du coup. Non, oui. Parle sur le télétravail, parce que là, c'est un peu piégeant. Non, mais je peux juste dire quelques mots sur la météo intérieure. C'est quelque chose que j'ai aussi découvert pendant le confinement avec un lieu qui est très intéressant qui s'appelle le Campus de la Transition. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un écolieu à visée pédagogique qui a été fondé par Cécile Lenoir, qui est la présidente, et qui propose des formations pour les étudiants en dehors de leur campus, où ils se disent qu'ils vont à la fois, c'est des étudiants qui sont plutôt dans les grandes écoles,
Et donc on va les former sur des sujets techniques liés à l'environnement, mais aussi à se connaître soi-même et à essayer d'unifier ce qu'ils appellent tête, cœur et corps, ce qui je pense est absolument nécessaire pour réinventer la façon dont on va travailler demain. C'est bon, oui, tu peux dire où c'est? Le campus de la transition, c'est à Forges, donc c'est près de Fontainebleau. D'accord. Voilà. Et donc ils accueillent des étudiants ou des groupes, quelques groupes professionnels aussi, pour des formations qui durent souvent entre 4 jours et 3 semaines. Merci. Christy, tête, cœur et corps et télétravail. Tu as 5 Ça minutes. se complique au fur et à mesure. Non, mais il y a un rituel Zoom pour tout. Ah ouais, pas mal ça. Alors, comment est-ce qu'on... Enfin, je vais essayer de vous faire une synthèse de... On a fait un guide pour le télétravail pour la région Île-de-France qui a été partagé, qui est ouvert. Il a été téléchargé plus de 200 000 fois lors de la période de confinement, justement parce qu'on avait été amené à travailler sur ce sujet au moment des crises sociales des transports en Île-de-France début d'année. Donc le guide est paru au début du confinement par magie. On a vu qu'il y avait peut-être 3 axes pour le manager, parce qu'on revient quand même au rôle du manager. C'est assez important finalement, avec les entreprises libérées, comme on le disait, ça a été assez mis en charpie, le rôle du manager. Il a été complètement écartelé, on lui a enlevé son sens. On a dit, maintenant, il faut travailler sans manager. Et justement, la situation qu'on a connue a permis de réévaluer les rôles de chacun. Et on a vu qu'il y avait trois fonctions clés. On a créé un acronyme qui s'appelle la qualité de vie en télétravail. Ça, c'est le premier axe peut-être qui est assez intéressant. C'est de s'assurer que les personnes qui peuvent être en télétravail ont les outils, parce que c'est aussi une des situations qui ont été forcées. Et beaucoup de gens n'avaient pas d'ordinateur portable, n'avaient pas de bureau pour travailler chez eux à la maison. Moi, la première, par exemple, je ne pensais pas travailler chez moi, donc je n'avais pas de bureau. J'ai fait un super bureau avec mes boîtes de chaussures, c'était magnifique. C'est peut-être la première question. Est-ce que la personne est dans le bon environnement pour télétravailler, pardon. Est-ce qu'elle sait se déconnecter? Parce qu'il y a quelque chose qui est venu très rapidement pendant la période de télétravail, c'est le droit de déconnexion et le réflexe de déconnexion, l'obligation de déconnexion, parce qu'on perdait un peu les repères dans les horaires de travail. Et le troisième point qui est clé, c'est aussi justement comment est-ce que par rapport aux troubles musculo-squelettiques, par rapport au bien-être de la personne physique, à la fatigue, la gestion des heures devant l'écran ou autre, elle arrive à gérer ça. Deuxième point qui est clé pour le manager, c'est tous les rituels collectifs, qu'il s'agisse des rituels de pilotage, de gouvernance très formelle, mais aussi de tous les rituels informels. Et là, j'en reviens au cœur et à la tête. Créer suffisamment et pas forcément que sur les épaules du manager, mais au sein de l'équipe, des rituels ou des petits outils. Moi, j'ai fait un petit outil sur un outil où en fait on pouvait indiquer sa météo avec un système de smiley très rapide. Tous les matins, un petit rituel de météo. Ensuite, c'était un outil aussi des fiertés de la semaine. Un rituel. Alors, le vendredi, y a-t-il des choses dont vous êtes fiers cette semaine? Ou qui voulez-vous remercier? Créer ces rituels de l'informalité pour faire de la reconnaissance et aussi, encore une fois, garder le positif. Mais aussi, et on s'est rendu compte de ça justement avec mes collègues, il ne s'agissait pas uniquement de parler du positif, mais aussi d'avoir des périodes d'écoute pour ce qui n'était pas forcément facile à vivre. Un des grands apprentissages, c'est qu'effectivement, il y a des besoins aussi d'écoute pour comprendre comment, quand une situation qui est nouvelle comme un confinement peut être vécue individuellement de manière complètement disparate. Et il faut prendre le temps d'écouter les mal-être pour comprendre ce qui se passe et comprendre comment sont les gens, comment ils s'engagent. Parce que le troisième axe du télétravail, c'est aussi comment est-ce que je continue à donner du sens, comment est-ce que je continue à donner à incarner l'engagement du collectif ou du collaborateur. Et ça va se passer par des temps, encore une fois, de dialogue. On ne l'a pas assez dit, mais je pense que l'un des gros rôles du manager, c'est d'être facilitateur du dialogue pour pouvoir en fait permettre de garder le lien avec l'entreprise. Écoute, dialogue et recréer cette espèce de magie ou de sérendipité qu'on avait parfois autour de la machine à café. Il nous reste 5 minutes. Moi, ce que je propose, c'est de casser les règles et de poser 2 questions. Non, comment la dame m'indique 4. Donc moi, ce que je propose, c'est casser les règles. Et comme disait Solène, levez-vous si vous avez des questions et dites-nous quelles questions vous aimeriez poser, peut-être à qui. Quelqu'un a-t-il une question? Présentez-vous. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Marie-Pierre. Benoît. C'est super ce que vous êtes en train de faire. La question, c'est est-ce que ces grandes entreprises sont vraiment en train de bouger? Parce que de toute façon, vous faites partie d'une minorité de ces étudiants et vous n'avez pas aujourd'hui assez de poids pour les faire réfléchir. Donc la réaction, quelle est la réaction de ces grandes entreprises? Ouais, on n'est pas complètement une minorité.
C'est-à-dire que les questions écologiques, ça prend vraiment de l'ampleur dans le monde étudiant. Moi, par exemple, dans ma promotion à Polytechnique, on est 40% à avoir signé le manifeste et à dire, notre employeur, on le choisira en fonction de critères écologiques. Et puis, ce qu'on voit, c'est aussi qu'au fur et à mesure des promos, ça prend l'ampleur aussi parce qu'on se forme et que ça bouge aussi au niveau de la formation. À ce que les grandes entreprises bougent, il y a une inertie énorme de ce qu'on constate. On sent que les dirigeants commencent à regarder sérieusement la question du changement climatique, ce qui n'était pas le cas, je pense, il y a 5 ans. Ensuite, concrètement, pour l'instant, c'est encore très lent. Et donc, ils s'y mettent tard. Je pense qu'il y a des problèmes au niveau de la gouvernance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont quand même vraiment des injonctions court terme. Et donc, il y a des changements plus systémiques à opérer si on veut qu'ils bougent réellement et si on veut aller vers une industrie vraiment verte. Une deuxième question, dernière. Si je peux me permettre, je rajoute juste une petite chose pour Benoît, pour quand même mettre en avant. On a malheureusement donc tous vécu le Covid. Et fin mars, on avait sur Altran France notre kick-off d'annuel, enfin je dirais l'événement important pour lequel on avait effectivement invité Benoît et les équipes pour nous parler effectivement de ce qu'ils faisaient dans le cadre de la présentation de notre plan RSE pour les 3 prochaines années. Donc ça commence effectivement à payer, encore une fois, la manière de faire, la façon de communiquer, la conviction qu'ils arrivent à partager quand on les écoute, fait qu'on a envie de les mettre au centre pour faire réfléchir les gens. Et puis je me permets juste de rajouter, excusez-moi, cette question. En fait, moi je le vois, le sujet de la RSE devient une des thématiques essentielles et plaque tournante de beaucoup de nos prochaines consultations, que ce soit chez Covea, Safran, ils ont fait une intégration RSE et RH. Enfin, donc ça, on voit quand même un mouvement qu'il n'y avait pas il y a 1 ou 2 ans encore. Fusion des luttes. Alors, votre question, madame. Une un petit peu pour tout le monde. Vous parliez tout à l'heure des risques que prenaient les entreprises qui s'ouvraient à l'intelligence collective, mais vous n'avez pas clarifié. J'en ai une petite idée derrière la tête, mais j'aimerais bien savoir de quel risque vous parlez. Il y a des gens qui ont un peu peur, interroger en fait tous leurs collaborateurs sur ce qui fait vraiment sens pour eux. Et une autre question beaucoup plus courte, c'est 30 000 personnes qui signent sur ce manifeste, c'est super, mais derrière, est-ce qu'on va compter combien d'entre eux font effectivement un choix conforme à ce qu'ils disent? La réponse courte, si vous voulez. Donc, en fait, c'est compliqué parce que on voit que donc, le manifeste il y a 2 ans. Aujourd'hui, la plupart des signataires arrivent en fin d'emploi et c'est difficile en fait d'effectivement trouver un employeur qui prend vraiment en compte les enjeux écologiques. Et il y en a beaucoup qui n'ont pas le choix parce qu'il faut bien commencer quelque part. Je pense qu'on voit quand même 2 choses. Il y a une mobilité beaucoup plus importante des jeunes diplômés qui aujourd'hui commencent à entrer dans une entreprise, se rendent compte qu'il y a une inertie énorme, qu'il n'y a pas de volonté de faire changer les choses malgré quelques discours. Donc ils partent et les jeunes dans les entreprises sont beaucoup plus mobiles qu'avant. Et puis une autre initiative qu'on repère aussi, qui grandit aussi beaucoup, c'est plutôt des jeunes en entreprise qui créent des collectifs, des groupes de réflexion pour essayer de faire bouger les lignes en interne, qui se disent aujourd'hui j'ai pas le choix de travailler dans cette entreprise parce que plus ou moins c'est la seule qui permet de m'offrir un travail intéressant, mais j'ai envie de faire changer les choses. Et donc ils vont être source de propositions à la fois pour changer la manière de travailler, des éco-gestes au bureau, etc. Mais parfois aussi des réflexions plus stratégiques sur l'entreprise avec une approche bottom-up. Et ça c'est une des possibilités intéressantes qui s'offrent aux jeunes qui doivent trouver un travail. Alors, peut-être pour la question sur les risques. Alors, c'est que Vas-y, Philippe. 30 secondes chacun. D'accord, 30 secondes. Alors, les premiers risques, c'est déjà quand on lance une démarche d'intelligence collective, c'est d'oser poser la question, donc d'oser écouter les résultats. Est-ce que je vais écouter les 65 000 collaborateurs, leur opinion sur ce qui dysfonctionne, ce qu'on devrait arrêter? Mais c'est un risque qui vaut la peine d'être, j'ai envie de dire, d'être pris, parce que vous êtes plus au contact de la réalité de l'organisation. Et nous, on a des engagements qui sont d'opposabilité, de traçabilité des contributions. C'est-à-dire que quand les personnes ont partagé un point de vue, on est capable de tracer, quand on a écrit une synthèse qui est anonyme, quand est-ce que ce point de vue a été partagé, la fréquence. Deuxième risque, c'est de ne rien faire. C'est-à-dire qu'on a fait une belle consultation, on a lancé pendant 3 mois les ateliers, la campagne de communication, l'écoute des collaborateurs, on a fait de très belles synthèses, on a fait une très belle cérémonie des résultats. Mais après cette organisation qui a créé un momentum, si on ne prend pas, par exemple, d'engagement ou de responsabilité sur des changements à apporter, ou si on n'explique pas pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de changement,
là on crée une désaffection et on crée... 5 secondes. On a très peu de temps, donc je crois que Solène voulait dire un mot et Anne-Sophie voulait dire un mot. Donc. En une phrase, le risque majeur que j'ai observé auprès de dirigeants qui ont impulsé ces dynamiques collectives, c'est qu'ils ne sont pas restés à la tête des organisations parce que le marché, les actionnaires n'ont pas souhaité accorder le temps long. Ce qui repose la question des KPI. Anne-Sophie. Oui, très, très rapidement, je pense que les fondements de l'intelligence collective, c'est quand même de réunir des personnes d'horizons différents pour résoudre un problème. Donc on ne fait pas de l'intelligence collective pour faire de l'intelligence collective, hein. Il faut qu'on ait identifié un problème et qu'on réunisse les personnes les plus susceptibles finalement de répondre à cette question. Donc je crois que premier risque, c'est soit de se tromper de problème, soit qu'il n'y ait pas de problème, et donc c'est de remplacer finalement les réunions d'1 heure en des ateliers de 3 heures. Donc vous voyez tout de suite ce que ça peut donner. Donc ça, c'est vraiment le premier risque. Et puis l'autre risque qui a été évoqué, c'est finalement le risque de ne pas décider. C'est-à-dire qu'on fait ça pour résoudre un problème, donc à la fin, il faut prendre une décision. Et il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait la responsabilité de prendre une décision en s'appuyant sur l'intelligence collective. Donc voilà les 2 risques principaux. Merci beaucoup. Ça sera le mot de la fin. Je vous propose d'applaudir. Arnaud, tu voulais dire quelque chose? Non, si on est pris par le temps, je ne dis rien. Non, mais juste allez, vas-y. Moi, je voulais juste te dire une petite phrase très rapide, mais vas-y. Non, je termine. Non, parce que moi, je reviens sur le sens, hein, comme ils ont répondu à la question. Sur le sens, en fait, on cherche tous aussi le sens de sa vie. Et je pense qu'il y a une chose qui est importante. Moi, j'ai eu une petite formule très simple, c'est j'ai d'abord identifié ce que je voulais surtout pas faire. Et après, j'ai donné une direction. Après, je ne savais pas si j'allais atteindre les objectifs. Mais en tout cas, le chemin de cette direction m'a permis de donner le sens de la vie. Et avant, j'étais déchiré entre 2 mondes, le monde du social et le monde de l'entreprise. Maintenant qu'il y a l'économie sociale et solidaire, j'ai une identité officielle. Quand je vais voir un banquier, il n'a pas l'impression que je suis un extraterrestre. Et je pense que maintenant, il faut aussi encore avancer dans une nouvelle identité en rajoutant l'environnement. Voilà. Car le sens, c'est une direction. Si vous n'avez pas de sens dans votre entreprise, engagez-vous dans le monde associatif. Ouais. Faites les 2.